Bonjour, bienvenue sur Lueur. Avant de commencer, je voulais vous remercier, vous, les auditeurs de Lueur, pour venir si nombreux et si fidèles à nos rendez-vous. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent avec les abonnements payants en cliquant sur Rejoindre. Merci à celles et ceux aussi qui nous soutiennent via notre compte PayPal ou via les merci rémunérateurs. Certains dons sont très généreux, mais du plus petit au plus grand, chaque don est un signe de confiance et nous en sommes honorés. Nous remercions aussi celles et ceux qui ne peuvent pas participer financièrement, mais qui partagent nos contenus, les commentent ou les likent. Enfin, merci à celles et ceux qui reviennent régulièrement sur notre canal et si vous n'êtes pas encore abonné, nous ne vous demanderons qu'une chose, c'est de simplement faire le petit geste de l'abonnement gratuit. Cela ne coûte rien, mais pour nous, c'est une aide véritable. D'autre part, nous allons lancer une série de shorts en anglais et en français dans une nouvelle rubrique que nous allons appeler Fun Facts. Nous comprenons que tout le monde ne parle pas anglais et nous vous demanderons un peu de tolérance quand vous tomberez sur un short en anglais, car pour nous, c'est un moyen de nous aider à financer le canal. Le public anglophone est bien évidemment beaucoup plus nombreux que le public francophone et le nombre de vues est essentiel à la survie du canal. C'est donc un moyen à explorer et aussi une manière de faire passer quelques messages intéressants de façon amusante et légère. Continuez à partager, à liker et à nous envoyer des commentaires. Nous les lisons tous et essayons de répondre au mieux de nos possibilités quand il y a des questions ou des interrogations. Voilà, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un de nos problèmes de société. C'est peut-être notre plus grand problème. Et comme souvent dans les problèmes, ce sont les plus grands qu'on ne veut pas voir. Car en prendre conscience est certainement trop douloureux. Demandez à un alcoolique s'il connaît l'étendue de son problème. La plupart du temps, il le minimisera. J'arrête quand je veux, un petit verre n'a jamais fait de mal à personne, etc. Et de s'énerver si les questions deviennent trop précises. En fait, un alcoolique qui reconnaît qu'il l'est a déjà fait plus de la moitié du chemin pour s'en sortir. Mais le problème que j'aimerais pointer du doigt n'est pas l'alcoolisme, même s'il cache un mal-être généralisé et que l'alcool est une drogue dure, bien plus destructrice que ne le sont les psychédéliques, par exemple. Non, le problème, et il ne date pas d'hier, est notre arrogance. Elle est présente partout, elle est créatrice de petits domaines, de petits royaumes, où la soumission et la conformité sont l'impôt à payer pour vivre en paix avec les siens. Si vous tentez de remettre le dogme en place en question, vous serez écarté et raillé. Essayez de poser des questions sur la version qu'on nous offre à propos du darwinisme. Et malheur à vous si vous êtes un scientifique, vous ne trouverez pas de financement pour votre recherche. Il y a des thèmes encore plus délicats que le darwinisme et rien que de les citer sans même donner une opinion jette déjà le doute sur vous. Il est difficile de parler de genre, de climat, ou de vaccins de manière ouverte sans s'attirer des regards en biais. Pourtant, ne devrait-on pas être capable de parler de tout et de remettre en cause nos présupposés et nos croyances? Mais quelle que soit votre position à propos de ces sujets, le simple fait de les évoquer attirera sur vous la méfiance. Vous serez regardé de haut, avec arrogance et mis de côté, alors que votre but était de comprendre, non de contredire, ou alors de contredire dans un esprit de dialogue pour entendre les arguments qui sauront peut-être vous convaincre. Mais l'arrogance est le cache-sexe de l'ignorance, et l'ignorance se part de croyance. Malheureusement, nous avons un problème. Nous ne savons voir la croyance que chez les autres. Notre propre système de croyance, nous le considérons trop souvent comme la vérité. Et il faut un rien de maturité pour ne pas chercher à convaincre les autres de sa vérité.
Même s'il est normal de vouloir partager ses opinions, le prosélytisme est vite présent. Et ensuite, le dédain et l'arrogance si les autres ne veulent pas suivre. Car qui mieux que nous détient la vérité? Il suffit à cela qu'un groupe un peu influent détienne la même croyance pour que nous nous estimions suffisamment épaulés pour railler ceux qui voient le monde de manière différente. Un exemple. Quand j'étais petit, il n'était pas rare d'entendre quelqu'un dire qu'il allait se faire opérer des amygdales ou retirer les végétations par exemple. Et quand on posait la question « pourquoi ?», la réponse était trop souvent « oh, parce que ça ne sert à rien et ça s'enflamme tout le temps. Donc, ça ne sert à rien, juste à embêter. » Petit, déjà, je trouvais la réflexion peu logique. Comment pouvait-il y avoir quelque chose dans notre corps qui ne serve à rien? Alors on m'a retiré les végétations parce que c'était à la mode dans les années 70 et qu'on ne remettait pas en question l'avis des médecins. Après, j'ai appris qu'en fait, les végétations sont des barrières immunitaires et les amygdales aussi, et qu'à part dans de très rares cas, on ne devrait pas les enlever, on ne devrait pas les toucher, elles font leur boulot, et si elles s'enflamment, c'est que le problème est peut-être ailleurs, et que justement, elles essaient de lutter contre ce problème. La question ici n'est pas de faire une erreur de jugement sur le rôle des amygdales, ou des végétations, mais c'est de faire croire ou de croire que ça ne sert à rien parce qu'on ne comprend pas à quoi ça sert. C'est la même chose avec l'ADN non codant, si joliment appelé junk DNA ou ADN poubelle. Terme si délicieusement arrogant qui présuppose que l'ADN non codant ne sert évidemment à rien puisqu'on ne comprend pas à quoi il sert. L'exemple des transposons est révélateur à ce titre. Les transposons sont des portions de séquences d'ADN non codants qui se coupent et se collent sur d'autres segments et jouent un rôle significatif dans l'évolution du génome. Mais avant qu'on ne découvre cela, c'était juste de l'ADN poubelle. N'était-il pas possible de l'appeler ADN non codant, tout simplement ? Quand on sait que l'ADN est un vaste ensemble formé de plus de 3 milliards de nucléotides et que seulement 2% de ce gigantesque ensemble code ce que nous savons être des protéines, c'est plutôt renversant. Donc, par une décision d'une finesse déconcertante, on décide que les 98% restants ne servent forcément à rien d'autre qu'à la décoration. Je m'étonne qu'un scientifique ait pu un jour trouver ce nom si délicieux d'ADN poubelle pour nommer ce qu'il ne comprenait pas. D'ailleurs, en écoutant la récente interview d'Olivier Vuagnaud sur ce canal, on apprend que de l'ADN non codant, donc selon cette optique, de l'ADN poubelle, est en fait émetteur d'une lumière si cohérente qu'on doit la comparer à de la lumière émise par un laser, et que cette émission de lumière au niveau moléculaire participe de notre bien-être à chaque instant de notre vie. Je pense également au magnifique documentaire Barabar, réalisé par Patrice Pouillard, que je vous conseille vivement et qui décrit d'incroyables grottes en Inde. D'ailleurs, le simple fait que le monde de l'archéologie et le langage courant les appellent des grottes dénote déjà d'une certaine forme d'arrogance. Ces constructions creusées dans la roche sont des bijoux de précision qui, selon les experts invités à les découvrir, seraient très difficiles à reproduire, voire même impossibles à reproduire, même avec les moyens actuels. Pourquoi ne pas les appeler œuvres? Quelle est cette peur d'être dépassé qui nous pousse à considérer tout ce qui a été fait avant nous ou par d'autres civilisations comme inférieur et sans grand intérêt? Je vous invite à découvrir ce magnifique documentaire fait par un homme qui interroge, qui simplement pose les bonnes questions et pour cette simple raison, cet homme est parfois raillé ou déconsidéré. Pourquoi? Pour le simple fait de poser des questions? Les exemples ne manquent pas et dans tous les domaines explorés par notre société, la marque de l'arrogance est là. Quand des chercheurs indépendants font des recherches sincères sur les expériences hors du corps, la communauté scientifique ne peut pas les accepter. Et pour quelle raison? Parce que les hypothèses données ne correspondent pas à la vision matérialiste du monde actuel. Les résultats sont regardés avec dédain car ils sont jugés impossibles. Ils sont des anomalies, comme l'a si justement fait remarquer un des auditeurs
de ce canal. Mais justement, s'il y a des anomalies dans un modèle, c'est l'occasion d'aller les creuser, de voir ce qui ne correspond pas à ce modèle. Ce même auditeur a relaté une anecdote. Sur un plateau de télévision, on aurait demandé à Hubert Reeves si la conscience était première, et il aurait dit que non. La conscience n'est pas première. Bien sûr, Hubert Reeves était éminemment sympathique, et tout le monde aurait aimé l'avoir comme ami. Il répondait à l'idée que l'on devait se faire du scientifique bienveillant et si sage derrière sa belle barbe blanche. Mais pour cet homme à l'air si sage, il aurait été attendu une plus grande réserve, car il savait qu'il ne pouvait pas répondre à cette question et que la seule réponse qui aurait pu être donnée était « je ne sais pas ». En disant non, si toutefois il a dit non, je n'ai pas personnellement vu l'émission, il avoue simplement son appartenance à un dogme et à une croyance. Les scientifiques aujourd'hui ne peuvent admettre qu'ils sont dans la croyance. Le leur rappeler revient à leur faire insulte. Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, par exemple, qu'ils n'ont pas de croyance. Et la plus tenace de toutes est certainement leur croyance au présupposé matérialiste. Pour l'immense majorité de nos contemporains, cette doctrine, la doctrine matérialiste, n'est jamais remise en question tout au long d'une vie, même une vie de scientifique. Pourtant, le matérialisme est une option métaphysique comme une autre, ni plus ni moins. Une métaphysique pratique, mais une métaphysique quand même. L'humain, dans son arrogance, se croit toujours le centre du monde, même quand il dit que nous sommes perdus dans un univers indifférent et que nous sommes des choses insignifiantes. Prendre cette position, qui se veut lucide et qui ne se berce pas d'illusions, est pourtant une posture bien plus arrogante que celle du croyant. Car si nous nous voyons comme l'unique étincelle d'intelligence dans un univers stérile et sans âme, c'est que nous nous percevons comme l'unique entité faisant sens dans un univers qui n'en a aucun. L'homme moderne se moque du désir des anciens de voir la Terre au centre de l'univers, mais l'homme moderne fait pire, il veut être le centre de l'univers, à lui tout seul. Je rappelle ici que j'ai une admiration sans borne pour la science, et que je salue les progrès scientifiques qui se font à longueur de journée. Je veux simplement souligner que personne n'est à l'abri des croyances, même ceux qui se croient à l'abri. Tout le monde baigne dans la croyance, et le matérialisme est une forme de croyance, au même titre que d'autres présupposés métaphysiques. À ceux qui pensent que ce discours va contre la science, que ce discours est anti-scientifique, je répondrai que la science se construit dans l'adversité, se construit dans la contradiction. Et qu'en relevant les faiblesses d'une méthode, on aide les gens à se poser des questions. Je côtoie dans mon travail tous les jours des scientifiques, je les connais, les admire, partage du temps avec eux, me pose des questions avec eux, j'aime leur travail profondément. Et je sais que la science est une des manières de répondre aux grandes questions que peut se poser l'humanité. Mais voilà, une des manières. Et que la science, comme toutes les autres manières de chercher la vérité, peut se confronter, se frotter à des dogmes et des croyances. C'est mon seul but. Il n'y a pas d'attitude anti-scientifique. Il n'y a que le dialogue et la contradiction. Mais entre l'arrogance repue et dédaigneuse du matérialisme et la croyance en l'idéalisme, qui est lui aussi une croyance, il y a le fossé du dogme. Il existe des religieux dogmatiques comme des athées dogmatiques. Mais par contre, il est difficile d'être un agnostique dogmatique. En tout cas, au sens premier du terme, qui veut que l'agnostique soit celui qui ne sait pas ou qui sait qu'il ne sait pas et qui remet en question la légitimité de la métaphysique. Comme l'a dit Robert Ingersoll, un homme de loi, appelé le grand agnostique, je cite, « L'agnostique ne dit pas simplement qu'il ne sait pas, il va plus loin et dit avec emphase que vous non plus, vous ne savez pas. »
Si la définition est bonne, alors l'agnostique doit remettre en question la légitimité du matérialisme ou physicalisme, qui, comme le rappelle Bernardo Kastrup, n'est pas une conclusion scientifique, mais une opinion métaphysique qui aide à interpréter des conclusions scientifiques. Soyons donc agnostiques en toutes choses, lucides au sujet de notre ignorance, sceptiques mais pas bornés, ouverts mais pas crédules. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À la prochaine. Ciao.